d'enquête. Christophe Ondelatte. Voici l'histoire la plus stupéfiante de l'histoire du crime contemporain. L'affaire Sid Ahmed Rezala, dit le tueur des trains. En 1999 et 2000, il aurait tué 3 femmes. Et je dis il aurait, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Je vous préviens, cette histoire est celle d'une série de ratés, de bévues et de boulettes qui ne rendent pas vraiment hommage à la police française. Pour le débrief tout à l'heure, un journaliste, Aziz Zemouri, qui était à l'époque journaliste au Figaro Magazine et qui a joué un rôle tout à fait particulier dans ce dossier. Voici donc l'histoire d'une enquête maudite. Réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. La scène se déroule par une soirée glaciale de décembre 1999, sur le quai de la gare de Douai, dans le Nord, à l'heure du départ du train de nuit Calais-Vintimille. L'Intercité de nuit, numéro 3731, départ 23h20, va entrer en gare, voie 5. Il dessert à l'avant du train Limoges, Castelnaudary, Carcassonne, Lézignan, Narbonne. La gare est déserte, il fait un froid de gueux, les lampadaires jaunasses donnent aux rares passagers sur le quai des gueules de déterrés. Et nous allons nous intéresser à cette petite famille-là, qui attend papa, maman et un gamin. Elle, c'est Corinne Caillot. Sa maman est malade, elle va lui rendre visite dans le sud. Et elle y va avec son fiston. Et lui, à côté, c'est son mari, Xavier. Lui, il reste. Il est juste venu les accompagner. Nous rappelons aux personnes accompagnant les voyageurs qu'elles ne doivent pas monter dans les voitures. On n'a pas le droit de monter, mais Xavier monte quand même, pour les aider à s'installer dans la voiture 46. Et puis voilà, le train démarre. Xavier dira que quand il a vu sa femme et son fils partir dans ce train, il les a sentis si vulnérables. Dans le compartiment couchette numéro 46, Corinne et son fiston ne tardent pas à s'endormir, bercés par la musique des rails. Vers 2h du matin, Corinne a sans doute eu une envie pressante. Alors elle s'est levée sans faire de bruit. Elle a refermé tout doucement la porte coulissante pour ne pas réveiller le petit. Et elle s'est dirigée vers les toilettes. À 2h54 précisément, juste après Dijon, le contrôleur tire le signal d'alarme. Centrale, ici le contrôleur du Calais-Vintimille. On a trouvé une femme morte dans les toilettes. Une boucherie effroyable, hein. Elle a été lardée de coups de couteau sur le cou et la poitrine. Il y a du sang partout. Partout. Le train est arrêté en pleine voie. Et voilà la police qui arrive. Les policiers font les premières constatations. Regarde, elle a toujours son sac banane autour de la taille. Regarde dedans si on lui a volé quelque chose. Bah non. A priori rien, il y a de l'argent dedans. T'as remarqué, elle est tout habillée. Ça veut dire qu'elle n'a pas été violée, hein. Pendant ce temps-là, de wagon en wagon, d'autres policiers se lancent à la recherche du tueur. On ne sait jamais. Il est peut-être toujours à bord. Ils trouvent des traces de sang sur la porte d'un compartiment et d'autres traces sur un accoudoir. Ils interrogent ensuite les passagers de la voiture 46 qui sont réveillés, évidemment, dans le couloir, en pyjama et chemise de nuit, à se demander ce qui se passe. Vous avez vu ou entendu quelque chose ? Ah non. Enfin, si, ça peut peut-être vous intéresser. Il y avait un drôle de gars tout à l'heure, très agité. Il fumait un joint juste après le départ à la fenêtre. Les contrôleurs aussi ont vu le bonhomme. Je l'ai verbalisé, moi, ce gars. Il n'avait pas de billet. Donc vous avez son nom ? Ouais. Il avait sa carte d'identité. Il s'appelle... voyons... Voilà, Rezala. Sid Ahmed Rezala. 20 ans. Il a donné une adresse à Marseille, mais pas la peine de le chercher dans le train, hein. Je l'ai vu descendre à Dijon.
Un avis de recherche est immédiatement diffusé dans toute la France. Et maintenant, il faut aller réveiller le petit garçon de Corinne, qui dort à poing fermé dans sa couchette. Lui dire qu'il est arrivé quelque chose à sa maman. Surtout ne pas lui donner de détails. Et ne pas le faire passer devant les toilettes. À 350 km de là, en pleine nuit, les gendarmes de Châteauroux, dans le Berry, reçoivent l'avis de recherche. Et ça fait tilt tout de suite. Redzala, là. Sid Ahmed Redzala. C'est pas le gars qu'on cherche depuis 2 mois? Ils le cherchent depuis le 13 octobre. Depuis qu'on a retrouvé le corps d'une jeune femme sur le bord de la voie ferrée, un peu avant la gare de Chabenay, au sud de Châteauroux. Elle n'avait pas de papier. Mais à son poignet, sa montre était arrêtée à 4h10. Or, 4h10, c'est pile l'heure à laquelle passe le Paris-Limoges. Et donc on l'a identifiée 5 jours plus tard, une jeune Anglaise de 20 ans qui s'appelait Isabelle Pic, portée disparue depuis qu'elle avait pris un train en gare de Limoges. Ce qui, dans cette affaire, a permis d'arriver à Redzala, c'est un appel lancé aux usagers réguliers de la ligne. Des gens appellent pour dire qu'ils ont vu Isabelle Pic. Moi, je l'ai vue à la gare de Limoges. Et elle parlait avec un jeune homme de type maghrébin. Et ils sont montés ensemble dans le train. Et après, ma foi, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je les ai vus s'isoler dans un compartiment. Grâce à ces témoignages, les gendarmes de Châteauroux ont pu établir un portrait robot. Gros nez, grosses joues, une casquette. Tout ça a débouché sur une liste de suspects parmi lesquels figurait un nom, Sid Ahmed Redzala. Ah, un élément qui a son importance. D'après le médecin légiste, Isabelle Pic a été jetée vivante du train. Vivante. On a affaire à un gros tordu. Maintenant qu'on recherche Redzala pour 2 meurtres sordides commis dans des trains, qu'est-ce qu'on sait de lui? Les flics passent son nom au fichier. Oh merde! Il a un sacré pédigré, hein? Écoute ça. Vol, dégradation, violence et même un viol. Il a fait de la prison. Et j'ai peut-être la preuve que ce Redzala est notre homme. Figurez-vous qui s'est fait aligner 42 fois ces derniers temps par des contrôleurs dans des trains. Et bonne nouvelle, il a donné une adresse dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Renseignement pris, c'est le domicile de ses parents. Mais ça peut faire aussi une planque de rêve. Les flics de Dijon appellent tout de suite leurs homologues de Marseille, qui mettent en place une surveillance discrète. Mais ils ont négligé un paramètre, la presse. Les journalistes à qui ils ont demandé jusque-là de taire le nom de Redzala. On ne doit pas savoir qu'on le recherche, hein? On est d'accord, hein? Vous gardez ça pour vous. On est d'accord? D'accord? Manifestement non. Puisque le lendemain matin, le nom de Redzala est dans plusieurs journaux. Mieux que ça, un journaliste de François a obtenu l'adresse des parents à Marseille. Et il arrive chez eux avant les policiers. Et il tombe sur le père. Bonjour monsieur, je cherche Sid Ahmed Redzala. Ah, Sid Ahmed. Vous venez de le louper de peu, hein? Il est parti il y a 5 minutes. Pour les flics, tout ça fait un peu tâche, hein. Se faire doubler par un journaleux. Et laisser filer Redzala, qui sait maintenant qu'on le recherche. Je peux vous dire que les poulets de Marseille se font copieusement souffler dans les bronches par leurs collègues de Dijon. Ils ont sacrément merdé. Et maintenant, faut le retrouver. Les flics de Marseille ont la pression pour mettre la main dessus, je vous le dis. Il n'a pas quitté le quartier, je pense, le gosse. C'est sûr, hein. À mon avis, il est resté à la Belle de Mai, j'en suis presque certain. C'est le seul endroit où il connaît suffisamment de monde pour se planquer. Ses parents, ils ne savent pas où il est. Son frère, il prétend avoir passé la nuit du meurtre dans le Paris-Vintimille avec lui, à Marseille. Oh, je me souviens très bien. On est allé boire des coups dans un bar de Marseille. Il était détendu, et même, je dirais, souriant.
Et après, on a joué au baby-foot jusqu'à pas d'heure, quoi. Vous devez vous tromper, à mon avis. C'est pas lui. Je peux vous dire que si la patronne de la PJ de Marseille, la commissaire Fontaine, trouvait le collègue qui a balancé le nom de Rezala aux journalistes, et si elle avait sous la main le journaliste de François qui a tout fichu par terre, elle leur tordrait le cou. Parce que maintenant, on a un potentiel tueur en série dans la nature. Si on ne le trouve pas vite, est-ce qu'il ne va pas en tuer une troisième ? À ce stade, il n'y a qu'une piste pour avancer. Et c'est toujours la même. Entrer dans la tête du tueur. Tenter de comprendre comment il fonctionne. Et pour ça, il faut savoir d'où il vient, ce qu'il a fait avant. Sid Ahmed Rezala est algérien. Il est arrivé à Marseille, il avait 14 ans. Ses parents ont fui la guerre civile en Algérie. Et autant en Algérie c'était un bon élève et un gamin sans histoire, autant à Marseille, il l'a mal tourné tout de suite. Il s'est mis à sécher les cours, à traîner avec tous les relous du quartier, à picoler et à fumer des pétards dès le petit déjeuner. La police de Marseille le connaît bien, depuis qu'il s'est lancé dans des vols de sac à main à 15 ans. Et surtout depuis qu'à 16 ans, il a dépouillé et violé un gamin à peine plus jeune que lui, 14 ans. Et pour ça, il a pris 4 ans, dont 18 mois ferme et 30 mois de mise à l'épreuve. Bon, je viens de recevoir son dossier à la pénitentiaire. Le gars a détruit plusieurs fois sa cellule. Et il signale qu'il a été victime plusieurs fois de crises d'épilepsie. À part ça, rien d'autre. Quand il sort de prison, Rezala tente un apprentissage dans l'hôtellerie. Oh, ça ne dure pas longtemps. Il finit par rejoindre ses copains de la gare Saint-Charles, à traîner, à bédave et à dealer. Et c'est là, quand il zone à la gare Saint-Charles, qu'il commence à prendre le train. Toujours sans payer, bien sûr. Il se fait pincer dans toute la France et jusqu'en Belgique et aux Pays-Bas. À 18 ans, il tombe amoureux d'une certaine Nadia, qui tombe tout de suite enceinte. Et ça oblige le jeune Sid Ahmed à se mettre au boulot dans un petit restaurant, sans lâcher son petit business de loulou de la Belle de Mer, et sans renoncer à ses voyages en train. Un jour d'ailleurs, il blesse un vigile de la SNCF à coups de couteau. Retour à la casse-prison. Il en sort 6 mois avant le meurtre du Calais-Vintimille. Voilà à peu près tout ce que les policiers de Marseille ont réussi à apprendre de lui. C'est à ce moment-là qu'entrent en scène les policiers d'Amiens, en Picardie. Un matin, un jeune garçon dans tous ses états déboule à l'accueil du commissariat. Voilà, je suis très inquiet. J'ai plus de nouvelles de mon ex-petite amie depuis plusieurs semaines, Émilie Bazin. Et alors ce qui m'inquiète, c'est que quand elle a disparu, elle était avec lui. Et là, le gars montre au policier la photo de Rezala découpée dans le journal. Nom de Dieu! Il en a donc peut-être tué une troisième. Dites-moi, monsieur, depuis quand est-ce que vous n'avez plus de nouvelles de votre petite amie, Émilie ? C'est mon ex-petite amie. Parce que justement, la dernière fois que je l'ai vue, c'est quand elle est venue à la Maison Bleue, c'est la résidence étudiante où j'habite dans le centre-ville, à Amiens. Quand elle est venue à la Maison Bleue pour me dire qu'elle me quittait. Et depuis, j'ai plus du tout de nouvelles. Mais comment est-ce que vous savez qu'elle est partie avec ce Sid Ahmed Rezala ? Parce que Sid, il traînait souvent à la résidence. Et des amis m'ont dit qu'elle était partie avec lui. Et là, je viens de m'apercevoir que ce Sid-là, c'est celui de la photo. Les policiers vérifient. Les parents d'Émilie Bazin ont en effet signalé la disparition de leur fille il y a plus de 2 mois. Alors les flics foncent à la Maison Bleue, où ça fait un moment qu'on n'a pas vu Sid. Ah, Sid ? Oui, je vois bien de qui vous parlez. On le voyait souvent, Sid, quand il y avait des fêtes ici. Un type sympa. On savait qu'il était jeune papa, il en parlait souvent, de sa fille. Les policiers entendent un par un tous les amis de Sid, et à un moment,
Si vous voulez, je peux vous montrer où il habitait à l'époque. Hein. Ok, on y va tout de suite. Arrivés sur place, les flics visitent l'appartement. Rien de particulier. Dites, monsieur, vous savez s'il y a une cave dans cet appartement? Je sais pas. Ouais, sans doute. Les policiers descendent à la cave. Elle semble abandonnée. La poignée de la porte est cassée et il n'y a pas de lumière. Tu sens l'odeur, là? Putain de merde, il y a un macabé quelque part. L'odeur semble venir d'un petit tas de charbon au fond de cette cave crasseuse. Ok, passe-moi la pelle, là. Un policier se met à dégager le tas de charbon. Et là, apparaît un corps. Un cadavre en décomposition, avancé, une femme, ou plutôt une jeune fille, enveloppée dans un drap, avec une chemise en jean serrée autour du cou. Et l'autopsie le confirme le soir même. C'est Émilie Bazin. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, messieurs. La victime a eu un rapport sexuel avant sa mort. Viol ou pas, j'en sais rien. Mais on a retrouvé du sperme. Et donc, on a l'ADN du meurtrier. Redzala est maintenant accusé de 3 meurtres. Il vient d'entrer officiellement dans le club très fermé des tueurs en série. L'une des galères de cette affaire, c'est que désormais il y a 3 enquêtes. Celle des gendarmes de Châteauroux, l'étudiante anglaise jetée du train, celle de la PJ de Dijon, le meurtre du Calais Vintimille, et maintenant celle de la PJ d'Amiens pour le meurtre de la jeune Émilie. 3 enquêtes, 3 chefs d'enquête, 3 procureurs et 3 juges d'instruction. Et forcément, il y a des couacs, ça engueule, ça ne fait pas circuler les infos. Et donc, à un moment, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, siffle la fin de la partie. On arrête les conneries, hein. On crée une cellule de coordination. Il faut que tout le monde travaille dans le même sens. Et il est décidé de mettre le paquet sur Marseille. On fouille les squats, les hôtels minables, on sollicite les tontons, les indiques. Rien. Normal, parce que ça fait un moment qu'il est loin de Marseille, Redzala. Il est à Barcelone. Il a débarqué là-bas dès qu'il est parti de chez son père, avec 300 balles en poche. Autrement dit, pas grand-chose. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'il est à Barcelone, parce qu'un soir, il a volé un sac à main dans un bar et il s'est fait pincer. Mais les couillons de flics espagnols n'ont pas pensé à passer son nom au fichier. Ils auraient vu que ce Redzala était cherché par Interpol. Mais non, ils l'ont relâché au petit matin sans rien lui demander de plus. La guigne, cette enquête, la guigne. Mais c'est pas fini, vous allez voir. Un jour, la meilleure amie de Redzala reçoit un appel téléphonique en provenance de l'étranger. Elle ne décroche pas, mais elle note le numéro et prévient la police. C'est un numéro au Portugal. Tenez, le voilà. Les policiers composent le numéro. Un homme leur répond. Allô ? Oui, bonjour monsieur, c'est la police française à l'appareil. Dites-moi, vous avez appelé tout à l'heure un numéro en France ? Ah non, je veux pas appeler de numéro en France, moi. Mais j'héberge un ami français, justement, en ce moment. C'est peut-être lui, hein. Bingo ! Redzala est donc au Portugal. 2 jours plus tard, la meilleure amie qui a été placée sur écoute reçoit un nouveau coup de fil. La ligne est très mauvaise. Dis, je voudrais avoir des nouvelles de ma fille. Savoir comment elle va. Écoute, j'en sais rien. Mais si tu veux, je peux me renseigner. D'accord. Je te donne un numéro de téléphone. Hein. Tu me rappelles quand t'as des news ? Le numéro confirme qu'il est au Portugal, dans la banlieue de Lisbonne. Bon, maintenant, faut pas traîner, hein. Faut pas le laisser filer. La police portugaise reçoit immédiatement un mandat d'arrêt international. Elle boucle le quartier où Redzala est censé se planquer. Et le 12 janvier 2000, un peu avant 14 heures, Redzala est arrêté sans violence.
Ça s'est joué à peu, hein. Il allait partir le lendemain pour les Canaries. Rezala est emmené au poste de police et il est interrogé par les Portugais. Il ne dit rien, ou presque. J'ai des pulsions. Je peux pas les contrôler. J'ai des flashs dans la tête aussi. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Rezala est envoyé en prison et de sa cellule, il fait savoir au juge portugais qu'il refuse son extradition vers la France. Et dans l'Europe pas finie de l'époque, il en a le droit, figurez-vous, car la constitution portugaise ne reconnaît pas la réclusion criminelle à perpétuité. Or, c'est exactement ce qu'il risque en France. Les Portugais ne peuvent pas l'extrader. Elle est mal barrée, l'Union européenne, en matière judiciaire à l'époque. Décidément, cette enquête est un enfer. Du coup, la justice française est obligée de finasser. Elle change la formulation de sa demande d'extradition. Elle réclame maintenant Rezala, non pas pour assassinat, peine qu'il expose à la perpétuité, mais pour meurtre, pour homicide volontaire, ce qu'il expose à 30 ans maximum. Il sera toujours temps de revenir à la qualification d'assassinat plus tard, une fois qu'il sera rapatrié en France. Et ouf, les Portugais acceptent. Et c'est pile à ce moment-là que Rezala fait une tentative de suicide en prison. Il se taillade les veines. Et il faut le transférer dans une prison-hôpital de la banlieue de Lisbonne, où il reçoit immédiatement la visite de policiers français. « Je ne signerai pas votre procès-verbal. Vous pouvez aller vous brosser, hein ?» Mais hors procès-verbal, il leur parle un peu. Ce qui s'est passé dans le Calais Vintimille. J'avais beaucoup bu, j'avais beaucoup fumé. J'ai fait un bad trip, quoi. Et puis je me suis dit, cette fille va s'en prendre à moi. J'étais dans un tunnel, vous comprenez? Vous savez, avec des voiles rouges, là. Des voiles rouges devant les yeux. D'accord. Le zigomard a l'air bien perché. Donc, les flics français n'ont pas pu lui extorquer d'aveux. Mais des aveux, il va en faire un journaliste, figurez-vous. Un journaliste du Figaro Magazine, Aziz Zemmouri, qui tente un truc très gonflé, et je le connais un peu, ça lui ressemble. C'est un très bon Zemmouri, un très bon. Il prend l'avion pour Lisbonne et il va tout droit à la prison. Bonjour. Voilà, je voudrais avoir un parloir avec un Français qui est ici. Sid Ahmed Rezala. Et vous êtes qui par rapport à lui? Je suis son beau-frère. Pinocchio, Zemmouri. Pinocchio. Mais ça marche. Il obtient un parloir tranquille pépère avec Rezala. Et ça donne un grand papier à la une du Figaro Magazine. Exclusif, accablant, décousu, insupportable par moments, voici les aveux de Sid Ahmed Rezala tels qu'ils ont été recueillis par notre reporter dans sa prison portugaise. Et dans cette interview, Rezala avoue les 3 meurtres. J'ai fait la connaissance d'Émilie Bazin à l'université à Amiens. Je vendais du shit. Et des potes d'Émilie me l'ont présenté parce qu'elle fumait elle aussi. On a sympathisé, quoi. Et elle sortait avec 2 mecs. Et il y en avait un, c'était un gros. Et une fois, je l'ai vu pleurer, ce gros. Ça m'a fait pitié. Il pleurait parce qu'il souffrait avec Émilie. Moi, je l'aimais bien, ce gros. J'ai voulu le venger, ce mec. J'ai eu comme un flash. Et pour Isabelle Pic, dans le train Limoges-Paris. Elle était douce, celle-là. Et on a sympathisé à la gare de Limoges. Il était 3h du mat'. Elle a téléphoné à son mec. Elle a tiré sur mon joint. Et j'ai encore vu un flash. Quant à Corinne Caillot, dans le Paris Vintimille, c'était totalement gratuit. Je comprends pas. Je n'ai pas vu qu'elle avait un gamin. Parce que si j'avais su, j'aurais rien fait, c'est sûr. Il confie aussi à Aziz Zemmouri une blessure secrète. Je me suis fait violer à l'âge de 9 ans. Par des jeunes du quartier. Bon, moi aussi j'ai violé, hein. Et puis je me suis fait violer en prison, en France. Je veux pas retourner en France. Et il conclut son interview par cette supplique. Que Dieu aide les familles, hein. Et que moi,
Il me donne que du malheur. En France, autant vous dire que cette interview, dans un magazine de la droite morale, fait un peu de bruit. On accuse le Figaro Magazine d'avoir monnayé cette interview. Cette histoire se termine le 28 juin 2000. C'est une soirée très particulière. La France et le Portugal s'affrontent pour une place en finale de l'Euro 2000 de football. Abel Javier, Sergio Conceição qu'on a pratiquement pas... À la prison hôpital près de Lisbonne, les surveillants évidemment sont devant leur télé. Ils encouragent Nuno Gomes et Luis Figo, et ils crient, et ils lèvent les bras au ciel. Et ils ne voient pas que Sid Ahmed Redzala vient de mettre le feu à sa cellule. Ils ne s'en aperçoivent qu'à 22h30 quand un gardien voit de la fumée sous la porte de sa cellule. Ils tentent d'entrer, mais la porte est bloquée par un lit. Quand ils arrivent à pénétrer dans la cellule, c'est trop tard. Redzala est inconscient, il est encore vivant, mais il a inhalé beaucoup de fumée. Les gardiens tentent de le ranimer. Ils n'y parviennent pas. À 23h, Sid Ahmed Redzala est déclaré mort. Mais nom de Dieu, quelle enquête maudite! Il n'y aura jamais de procès. Il ne sera jamais jugé. Et en droit, on ne pourra jamais dire qu'il est l'assassin des 3 jeunes filles. Il est mort, innocent. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et naturellement, c'est avec Aziz Zemouri, journaliste au Figaro Magazine, que j'ai choisi de débriefer cette histoire. Peut-être d'abord cette question, Aziz. Quand vous apprenez que Redzala s'est suicidé, est-ce que vous qui l'avez rencontré, vous êtes surpris ? Je suis surpris, effectivement, parce qu'en même temps, moi, je m'attendais pas du tout à un suicide, mais les conditions de sa mort, à mon avis, en tout cas, ça, je me suis refait un peu l'histoire après. Je pense pas qu'il souhaitait se suicider, en fait, à ma connaissance. Ça colle pas avec le bonhomme que vous avez rencontré, donc ? Non, pas du tout, non. Pour moi, il avait pas l'intention de se suicider. Je pense que, en fait, il a voulu alerter des gardiens de prison au moment d'un match de football de très haute tension, et donc il a mis le feu à son matelas, mais je pense pas que les conséquences étaient pour lui de mettre fin à ses jours. Enfin, je pense pas. Après, j'étais pas dans sa tête, évidemment, à l'époque, mais pour moi, c'était une surprise, effectivement. Alors maintenant, il faut que vous nous racontiez un peu votre démarche, parce qu'elle est tout à fait iconoclaste et extrêmement rare. Quand vous allez à Lisbonne, vous avez en tête de l'interviewer dans sa prison, en vous disant au Portugal tout est possible ? Non, du tout. Dans mes souvenirs, en fait, Franz-Olivier Gisbert, qui dirigeait le Figaro à l'époque, me dit de me mettre sur le sujet, en fait. Oui. Et c'était un peu difficile, parce que en fait, ce qui m'amène au Portugal, il y a toute une histoire avant. En réalité, c'est la rencontre, ou en tout cas la discussion que j'avais eue avec son ex-compagne. Alors qu'il était en prison, il avait une copine, en fait, avec qui il vivait, avec laquelle il voulait garder un lien, etc. Et donc moi, j'avais interviewé cette fille pour qu'en fait, elle lance un appel à la reddition, parce que toutes les polices de France recherchaient Sid Ahmed Redzala. Et donc, en fait, le point de départ, c'est ça, en fait, qui m'amène après au Portugal, parce que comme j'ai réussi à entrer en contact avec son ex, il a été alerté, lui, Sid Ahmed Redzala, qu'elle m'avait parlé. Oui. Donc il savait que vous existiez, quoi. Voilà, exactement, ouais. Parce qu'en fait, il avait reçu des visites qui lui avaient apporté des visiteurs, donc il lui avait apporté le journal à l'époque où je travaillais, donc le Figaro Magazine. Et c'est comme ça qu'il a eu connaissance de mon existence, en tout cas. Quand vous frappez à la porte de la prison, c'est quoi ? C'est au cas où ? Ah oui, c'est totalement le fortuit, c'est le hasard. En fait, je vois, en fait, il était à l'hôpital de la prison de Lisbonne. C'était en banlieue de Lisbonne, dans mes souvenirs. Et j'intègre, en fait, la file d'attente, mais totalement fortuitement. Enfin, je me dis, si ça marche, tant mieux. Sinon, tant pis, quoi. Voilà. Mais en tout cas, je rentre dans la file d'attente, mais sans
sans savoir 5 minutes avant que je vais pouvoir rentrer, en fait. Est-ce que c'est le fait que vous avez un nom arabe, à votre avis, qui fait penser au surveillant que vous êtes vraiment son beau-frère? Ouais, je pense, ouais. Oui, a priori, je pense que c'est ça, oui, effectivement. Comme je m'appelle Aziz Zemouri, que lui s'appelle Sidam El Reza, de toute façon, dans les administrations du monde entier, en France ou ailleurs. Un arabe est un arabe. Voilà, exactement. En France, on est tous la même tribu, donc j'imagine que c'est pour ça, oui. Je pense que... Enfin, en même temps, quand mon tour arrive, je dis au gardien de prison, au responsable, que je suis son beau-frère, etc. Mais lui, il va vérifier. Il appelle, en fait, il fait appeler Sidam El Reza, ou il envoie quelqu'un, je me souviens, pour voir si effectivement il m'attend, je peux le rencontrer, etc. C'est pas, il me laisse pas rentrer parce que je m'appelle Aziz Zemouri non plus. Enfin, il y a une vérif quand même, quoi. C'est pas. Est-ce que vous savez s'il y a eu des conséquences pour le surveillant qui vous a laissé entrer? J'en ai aucune idée, vraiment aucune idée. De toute façon, en même temps, il n'y a pas eu de. Je crois pas qu'il y ait eu de préjudice pour la prison, pour les matons portugais, il me semble pas. Il y a eu un fort retentissement en France parce que, à la suite de l'interview publiée dans Figaro Magazine, il y a l'opposition qui est montée au créneau à l'Assemblée nationale. Elisabeth Guigou, qui était ministre de la Justice, a dû venir s'expliquer parce que les forces de police et de justice étaient mises en cause à la suite de ça, etc. Ça a eu un fort retentissement en France politique, etc. Mais il me semble pas qu'au Portugal il y ait eu de conséquences, quoi. Alors comment ça se passe quand vous arrivez face à Redzala? Vous sentez qu'il est content de vous voir, qu'il a envie de vous parler? C'est compliqué parce qu'en fait, il a envie de parler à des gens qui parlent français, qui est dans son environnement habituel, parce qu'en fait, il est détenu. Enfin, en tout cas, il est détenu depuis un certain temps, et entre la prison et l'hôpital, il veut un peu avoir des nouvelles du pays, de sa famille, de son ex-compagne, etc. C'est plutôt ça je crois qu'il le motive, il me semble. Donc c'est à partir de là que, d'une certaine manière, vous l'embobinez un peu pour l'amener à parler des faits. Ouais, tout à fait. Parce qu'en même temps, après, comme c'était extrêmement, pour moi, c'était totalement incroyable de pouvoir d'être rentré et de pouvoir lui parler, parce que je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que ça allait marcher, évidemment. Donc, j'ai dû improviser, en fait. Finalement, j'ai effectivement. Donc, on a parlé de tout, de rien, parce qu'en fait, je l'ai vu à plusieurs reprises. Qu'une fois que le contact a été noué, j'ai pu revenir, en fait, le surlendemain, et jusqu'à la date de bouclage, du jour de bouclage du journal, en fait. Qui m'a permis d'affiner l'histoire à chaque fois, etc. Et puis même de faire un enregistrement d'ailleurs avec lui. Alors le contenu de ces interviews successives que vous réalisez, je les ai évidemment pas tous cités dans mon histoire. Quel est le passage qui vous a marqué le plus? Est-ce que c'est pas au sujet d'Émilie Bazin quand il dit « Je l'ai tué parce que j'ai vu qu'elle avait fait pleurer un de ses copains, un gros, je l'ai tué pour venger ce gros ». Ouais. Moi, vraiment, c'était extra. Je sais pas, parce qu'en fait, il essayait de trouver toujours une justification, quoi, à ces assassinats. Moi, je trouvais, en tout cas, à l'époque, c'était quand même ces raisons. Enfin, en tout cas, ces justifications étaient totalement dérisoires par rapport au fait de retirer la vie de quelqu'un. En l'occurrence, 3 personnes dans mes souvenirs. Et effectivement, évidemment, je ne souscrivais pas du tout à ces justifications, quoi. J'étais un peu. Vous notez juste sur votre carnet, quoi. Oui, voilà, exactement. J'étais un peu. Non, c'est pas vraiment. C'est pas moi ce qui m'a plutôt étonné chez lui, c'est il racontait assez froidement les faits, en tentant de s'exonérer de sa responsabilité, même si il m'a dit clairement que c'est lui qui avait tué ces 3 filles. Tuer ces 3 personnes, absolument. Ouais. Alors, il y a un mot qui revient souvent, qui d'ailleurs est déjà revenu dans la rencontre qu'il a eue avec les policiers, en tout cas dans la partie informelle de son interrogatoire par la police française, c'est le mot « flash ». J'ai eu un flash. C'est ce qu'il dit, effectivement, oui, absolument, il disait ça, oui. Dans le train, par exemple, il disait « j'ai eu un flash ». C'est ce qu'il racontait, que juste avant de passer à l'acte, il avait un flash. Après, je ne sais pas si c'est vraiment une improvisation, une manière de se dédouaner en plaidant plus tard l'irresponsabilité pénale, etc. Ou c'est effectivement une réalité, parce qu'en même temps, il prenait beaucoup de drogue à l'époque, il fumait beaucoup de
de hashish, etc. Qu'il mélangeait avec des médicaments, etc. Donc ça a pu avoir aussi cet effet-là, quoi. C'est pas forcément une auto-justification pour se déresponsabiliser, quoi. Vous n'avez pas senti qu'il inventait quelque chose pour anticiper effectivement une irresponsabilité psychiatrique? J'ai pas senti moi j'ai pas senti ça parce qu'en fait vraiment c'est un assassin. Je suis d'accord évidemment. Évidemment il a retiré la vie de 3 personnes, c'est terrible. Mais c'est quelqu'un de, on l'a beaucoup caricaturé parce que l'image qui circulait de lui à l'époque, c'était d'un jeune à casquette et avec tous les clichés qui vont avec. Mais il avait absolument rien à voir avec ce cliché, quoi. C'était quelqu'un de très intelligent. Enfin, selon moi en tout cas, et de ce qui m'a été donné à voir évidemment. Oui. C'est quelqu'un de très intelligent, de quelqu'un qui parlait très correctement. C'est pas du tout quelqu'un qui parlait façon cité comme on dit aujourd'hui. Enfin, c'est quelqu'un on sentait qu'il avait une éducation, quoi. C'était pas quelqu'un qui s'était éduqué dans la rue, quoi. C'est l'impression que j'ai eue, moi, pendant les 3 jours ou les 4 jours où je l'ai côtoyé. Hein. Si je pose l'hypothèse qu'il était schizophrène, ça vous paraît tenir? On n'est pas psy, ni vous ni moi, hein. Oui, voilà, exactement, j'allais vous le dire. Non, je sais pas, j'en ai aucune idée. Vraiment, je peux pas vous dire, je sais pas. Je sais pas du tout, parce qu'en même temps, il a un vécu, en même temps, il a un vécu assez lourd, hein. Enfin, je dis pas ça pour, excuser son geste, évidemment. Parce qu'après il faut l'expliquer moi je suis journaliste et quand il arrive quelque chose on cherche toujours une explication, on cherche quelque chose, il y a tel fait qui arrive, on cherche à expliquer pourquoi on se retrouve dans telle ou telle situation. C'est pas une justification, mais c'est une recherche d'explication qui me semble être au cœur du boulot du journaliste par ailleurs. Et il m'avait semblé que son vécu très lourd, hein, parce qu'il a été incarcéré très jeune. Dans mes souvenirs, il avait fugué, il a vécu une vie particulière au début de la guerre civile en Algérie, dans mes souvenirs, parce quand sa famille est partie d'Algérie, une famille francophone. Il avait 14 ans, oui. Voilà, c'est ça. Et c'était en pleine guerre civile. Donc c'était au tout début la guerre civile en Algérie, 92, 93 jusqu'en 95, 96. C'était vraiment très très tendu. Hein. Ça s'est calmé après, mais c'était très dur. Hein. Enfin, moi, j'y suis allé à plusieurs reprises en Algérie à cette période, et c'était vraiment très 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 dur. Et je sais que lui, il a vécu cette période de manière très compliquée, et d'autant plus que il m'avait raconté qu'il avait eu à subir aussi des viols répétés quand il avait 10-12 ans, je crois. En Algérie. En Algérie, oui, absolument. Et ensuite en prison. Voilà, exactement, ouais. Et qu'il avait vécu ça de manière très très dure, parce que en Algérie notamment, en tout cas, il m'avait raconté qu'il en avait parlé à sa famille, mais que par peur du scandale, sa famille n'avait pas donné suite à son témoignage, quoi. Et donc, mais après, une fois qu'il est parti d'Algérie et qu'il est arrivé en France, il gardait cette histoire, il gardait son vécu en permanence, quoi. Enfin, en tout cas, ça revenait régulièrement par bouffées, etc. Enfin, moi, en tout cas, il m'en avait parlé. Et c'est vrai quand il racontait ça, il était un peu une autre personne, quoi, si on peut dire. Il était un peu hors de lui, quoi. Alors, ce qu'on s'est demandé à l'époque, évidemment, et vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus, c'est que faisait le Figaro Magazine dans cette aventure, parce que le Figaro Magazine, c'est un journal de droite, un peu guindé, assez droite catholique, etc. Comment ça se passe avec vos chefs quand vous leur dites j'ai cette interview? Tout de suite, Gisbert vous dit ok, on y va? Oui, en fait, François-Olivier Gisbert venait d'arriver. Il avait passé 10 ans au Figaro quotidien et il avait dans l'idée de transformer le Figaro Magazine en hebdo d'actualité et donc de faire du fait divers, etc. Entre autres, en tout cas de l'actualité politique, judiciaire, police, justice, etc. Et donc moi, en l'occurrence, et pas moi seulement, mais en tout cas avec Dominique Rizet, on était 2 et on faisait beaucoup d'affaires de police-justice au Figaro Magazine à partir du moment où François-Olivier Gisbert est arrivé, quoi. Et effectivement, François-Olivier Gisbert, c'est lui qui m'a dit de me mettre sur l'affaire Rezala qui débutait à l'époque. Hein. C'était au tout début, en fait, hein, parce que moi, avant d'arriver à l'interview de Sid Ahmed Rezala dans sa prison à Lisbonne, j'ai fait toute la France, en fait, parce que j'ai fait Amiens, Marseille, Amiens où il avait les bases de sa vie de jeune adulte, sa vie d'adolescent à Marseille. Je suis allé à Alger. J'ai fait je suis allé un peu partout, quoi. C'est un long périple, un long travail avant d'arriver à l'interviewer à l'hôpital de la prison.
Et donc, quand... parce que j'imagine que ça se pince du nez un peu au Figaro Magazine, mais Gisbert, il vous couvre, quoi. Ah non, mais c'est sûr, je sais pas si ça se pince du nez, je crois pas, hein, tout le monde était plutôt... je crois pas, parce que moi, je crois pas... Ah non, au Figaro, Content du scoop. Non, au Figaro Magazine, les gens étaient plutôt... Enfin, les journalistes étaient plutôt contents, fiers, enfin, il me semble, hein, enfin, je crois pas... Enfin, moi, j'ai pas... Personne, enfin, j'ai pas eu de récrimination, et les gens étaient plutôt, me semble-t-il, mes confrères étaient plutôt contents qu'on ait ça dans le journal, et trouver ça formidable, etc. Enfin, trouver le fait qu'on ait cette comment dire l'aboutissement de ce travail dans le journal, me semble-t-il. Enfin, ils étaient plutôt contents. Enfin, je crois pas. Moi, en tout cas, personne m'a fait de remarques particulières sur le fait que ça tranchait avec ce que faisait le Figaro Magazine avant. Mais d'ailleurs, je crois que c'était une des meilleures ventes du journal, je crois, dans mes souvenirs. Je vous remercie infiniment, Aziz Zemouri. J'en profite pour dire que dans notre métier, vous êtes un des meilleurs avec le camarade Rizet, avec lequel vous partagez votre bureau à l'époque. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.